Une baleine morte attire toujours l'attention des gens, surtout de ceux qui étudient les baleines. Mais une énorme carcasse dans l'eau attirera aussi ceux qui ne diraient pas non à un petit encas. Les chercheurs ont observé à plusieurs reprises des requins se rassemblant en groupe près des carcasses de baleines et se régalant sauvagement, profitant de cette opportunité. Lors de ces festins, on peut voir au moins 60 requins tourner autour de leur proie, mais les scientifiques affirment qu'il pourrait y en avoir plus de 100. Les carcasses de baleines font tout simplement un excellent repas pour de nombreuses espèces de requins. Mieux encore, les requins n'ont rien à faire pour manger à leur faim. Sauf qu'une belle occasion de se régaler peut aussi présenter d'énormes risques. Mais pour s'en rendre compte, il faut d'abord comprendre pourquoi les baleines mortes se retrouvent à la surface après leur mort. Il y a plusieurs raisons à cela, mais prenons la plus courante. Lorsque les cétacés se décomposent, leur corps se remplit de gaz et leurs entrailles se dilatent, ce qui confère à l'animal une flottabilité supplémentaire. Mais le gaz n'est pas la seule raison pour laquelle les baleines continuent à flotter contre leur gré après leur mort. Elles ont aussi d'importants dépôts de graisse. En fait, c'est plutôt d'énormes dépôts de graisse. Même si la baleine se désagrège pendant la décomposition, ses parties lourdes comme les os couleront, tandis que les parties plus légères, où il y a beaucoup de graisse, resteront à la surface. Elles finissent par former une tache collante dégoûtante, une traînée de sang, de graisse et de chair qui peut s'étendre sur des kilomètres à la surface de l'océan. Les énormes cétacés riches en graisse, tels que les baleines à bosse, flottent parfois pendant plus d'une semaine, ce qui en fait des cibles parfaites pour les charognards tels que les requins et les oiseaux de mer. Mais les cétacés morts ne se contentent pas de flotter à la surface, ils peuvent aussi se dégonfler. J'en ai parlé plus d'une fois, ça se passe à peu près ainsi. Quand les baleines se décomposent, du gaz est libéré et ne peut pas trouver son chemin vers l'extérieur. Leurs entrailles deviennent liquides. Tôt ou tard, tout ce contenu déplaisant empruntera la voie de la moindre résistance et sortira par la bouche de la baleine. Mais avant que ça ne se produise, nous avons une baleine gravement gonflée. Une bombe géante pleine d'os, d'intestins et d'autres entrailles. Et si c'est une femelle enceinte, il y a un fœtus à l'intérieur. Dans de telles situations, le baleineau mort jaillit de la bouche de sa mère comme une fusée et le gaz qui s'échappe de la carcasse est qualifié par les chercheurs de pire odeur de leur vie. Maintenant réfléchissez, si un fœtus ou des intestins peuvent quitter le corps d'une baleine morte à grande vitesse par une ouverture adaptée, qu'est-ce qui se passe quand cette ouverture est pratiquée par un requin? Le requin prend ses premières bouchées alors que la carcasse de la baleine est encore pleine de gaz. Ça veut dire qu'il peut recevoir un grand coup en pleine gorge, un coup d'organe interne ou d'os lourd. Il peut même y perdre quelques dents. Les requins y sont préparés, ils perdent déjà leurs dents tous les jours et n'ont pas besoin d'aller chez le dentiste. Quelle chance! Je pense que les requins sont conscients du risque de manger des carcasses de baleines. En tout cas, ils ne mangent pas tout ce qu'ils trouvent. Oui, je sais que c'est difficile à croire après avoir vu les dents de la mer, mais des observations suggèrent que les requins ne se battent pas à mort quand ils sont près d'une carcasse de baleine. Et ils ne déchiquettent même pas leur proie au hasard, juste pour prendre une bouchée. Ce n'est pas du tout le cas. Les observations ont montré que les requins étaient très pointilleux et ciblaient d'abord les graisses nutritives. Ils prenaient souvent ce qu'ils appelaient des bouchées d'essai pour savoir ce qu'ils voulaient manger. Et ils ne prenaient une bouchée entière que lorsqu'ils aimaient le contenu. Lorsqu'un requin prend toute une bouchée de muscle, il a tendance à le recracher, à supposer que le concept de recracher s'applique à ces créatures. Cela dit, il n'est pas facile d'arracher la graisse de la baleine, même avec leurs dents sacrément pointues, et les requins doivent donc tirer dessus d'un côté puis de l'autre. Ça peut sembler un peu violent, mais le requin sait exactement ce qu'il fait. Le fait que les requins soient des mangeurs difficiles est montré par leur capacité à distinguer une proie d'une non-proie, comme le montrent les planches de surf ou les nageurs en combinaison de plongée qui sont vite identifiés comme étant non comestibles. Mais nous reviendrons sur les morsures de requins un peu plus tard. Comme je l'ai dit, les requins deviennent fous quand ils tombent sur une carcasse de baleine. C'est un véritable festin pour eux, tant la nourriture est abondante. Tout le monde est invité à participer au festin. Les requins sont parmi les premiers à passer à table, car ils ont des dents acérées et des mâchoires puissantes qui peuvent arracher des morceaux de graisse. Certains requins mangent tellement qu'ils repartent le ventre gonflé. Mais quand les requins mordent et secouent une baleine morte, de nombreux fragments de la carcasse se dispersent dans différentes directions et finissent par servir de nourriture à de plus petits organismes. Les requins font également des trous dans la graisse, et d'autres animaux comme les oiseaux de mer peuvent accéder à la viande de la baleine par ces trous. Vous vous souvenez que la carcasse flotte à la surface. Une fois que les requins ont déchiqueté la baleine, elle coule au fond et le festin continue. C'est au tour des charognards qui se nourriront de la carcasse pendant des années.
Ce groupe de créatures affamées comprend des crabes, des poissons, des vers et de nombreux petits crustacés appelés isopodes et amphipodes. Comme ils sont petits, il y a suffisamment de nourriture pour longtemps. Si la carcasse de la baleine dérive vers le rivage, les grands charognards terrestres partent à ses trousses, c'est-à-dire les scientifiques. Ça peut paraître bizarre, mais les humains agissent à peu près de la même manière que les animaux. Sauf qu'ils ne mangent pas ce qu'ils ont coupé de la baleine, ils l'utilisent pour la recherche. Et il n'est pas toujours facile d'accéder à la carcasse, ce qui oblige les scientifiques à prélever des échantillons par des moyens plutôt inhabituels. Par exemple, un chercheur a utilisé une scie montée sur un poteau du type de celle utilisée pour couper les arbres. Et pendant qu'il s'approchait de la baleine, debout sur les rochers, ses collègues le tenaient pour qu'il ne tombe pas. Si la baleine est rejetée sur le rivage ou la plage, de plus petits charognards viennent la ramasser. Il s'agit généralement d'oiseaux, de coléoptères, de crabes fantômes, de mouches et d'autres. Le plus important, c'est qu'aucun de ces charognards n'est en danger, car les requins ont déjà fait le travail le plus dangereux. Le gaz de la baleine est éliminé et il n'y a pas de danger à manger. Revenons à la question des requins qui mordent des choses qu'ils ne devraient pas mordre. Une théorie veut que ces prédateurs attaquent les nageurs ou les surfeurs parce qu'ils les prennent pour des phoques. Et les phoques, comme vous le savez probablement, sont l'un des mets préférés des requins. Pour vérifier à quel point les humains ressemblent aux phoques, les scientifiques ont dû procéder à quelques expériences. L'équipe a utilisé des caméras sous-marines pour enregistrer ce à quoi ressemblaient les phoques et les otaries, les proies naturelles des requins, du point de vue d'un requin. Ils ont ensuite fait de même avec des nageurs et des surfeurs humains sous le même angle. Il s'est avéré que les requins peuvent vraiment se tromper. Ces prédateurs marins sont daltoniens, leurs yeux sont sensibles et leur vision n'est pas des plus nettes, ainsi l'environnement est souvent flou pour les requins. Dans ces conditions, il peut être difficile de savoir si la créature qui nage au-dessus de vous est une personne sur une planche de surf ou un phoque. Sauf les détails comme les bras, la silhouette est identique, et un requin avec une très mauvaise vue ne remarquera pas les bras. Et comme c'est les surfeurs qui sont les plus souvent attaqués, la théorie est plausible. Oui, les requins se trompent. Oui, les requins mordent les humains parce qu'ils les confondent avec quelqu'un d'autre. Apparemment, les humains ne font pas partie du régime alimentaire habituel des requins. Comparés aux phoques, nous ne sommes pas assez nutritifs pour que l'effort de nous capturer en vaille la peine. La plupart des attaques de requins sur des humains se produisent parce que les requins se trompent ou veulent prendre une bouchée d'essai par prudence. Les requins ne se rendent pas compte de notre fragilité lorsqu'ils nous mordent. Les requins ne se rendent peut-être pas compte que les humains sont un repas risqué. Si un requin mange un être humain, il risque d'être chassé car mangeur d'hommes par des humains qui veulent se venger. En fait, les histoires d'animaux qui choisissent mal leur proie ne sont pas rares. En 2021, une soixantaine de crocodiles d'eau douce australiens ont été retrouvés morts dans le parc national de Dangu Gorge en Australie. Il semble qu'ils aient été empoisonnés. Imaginez la surprise des chercheurs lorsqu'ils ont réalisé que la mort des crocodiles semblait être causée par des crapauds. On pourrait se demander comment un crapaud peut représenter une menace pour un crocodile. Il ne fait pas le poids. Contrairement au crocodile, le crapaud n'a pas de dents pointues, de mâchoires puissantes et tout ça. Le prédateur peut l'avaler plus vite que le crapaud ne peut dire croco. Mais malgré la différence de taille, le crapaud, comme on dit, a le dernier mot. Depuis 2005, des crocodiles d'eau douce australiens morts sont devenus un spectacle courant pour les habitants, au point que l'on pourrait parler d'une extinction massive si l'on exagérait un peu. Et c'est le crapaud buffle, membre d'une espèce envahissante qui s'étend actuellement en Australie, qui est responsable de cette extinction massive. Les crocodiles ne sont que quelques-unes de leurs victimes, qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment. Pendant la saison sèche, la nourriture se raréfie, les crocodiles ont de plus en plus faim et les crapauds cherchent de l'eau. Lorsque les deux espèces se croisent, cela entraîne la mort. Il est généralement assez difficile d'établir un lien entre des crapauds et un tas de crocodiles décédés. En partie parce que les crocodiles digèrent leur nourriture trop rapidement. Il est rare de trouver des restes de crapauds dans l'estomac d'un crocodile mort. Mais les chercheurs ont pu établir un lien entre les régions où les crocodiles sont morts et la répartition des crapauds, et ces régions se rejoignent. Il semble donc que nous ayons affaire à un suspect qui libère une toxine dangereuse pour de nombreux prédateurs qui ne sont pas immunisés contre elle. La toxine n'a pas le temps d'affecter le crocodile pendant que le crapaud est dans sa bouche, car la proie entre très rapidement dans son estomac. Mais après cela, il n'y a aucun moyen de se débarrasser de la source de la toxine. Le crocodile meurt et les chercheurs ne parviennent pas à déterminer ce qui l'a tué. Et comme c'est généralement le cas avec les espèces envahissantes, les animaux australiens ne sont tout simplement pas prêts à interagir avec les crapauds buffles.
Ces crapauds ont été introduits en Australie en 1935 pour lutter contre les parasites mangeurs de canne à sucre. Mais au lieu de combattre le mal, ils l'ont rejoint et ont commencé à se multiplier, se répandant sur le continent à une vitesse effroyable. En plus, les crapauds buffles détruisent les espèces locales. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à 2 fois avant d'inviter quelqu'un. Afin de protéger les espèces indigènes, les scientifiques tentent de leur apprendre que manger des crapauds n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux ne pas avoir de contact du tout, et pour le faire comprendre aux animaux, ils ont mis au point une stratégie particulière. Les scientifiques ont endormi plusieurs crapauds, retiré leurs parties toxiques, puis leur ont injecté une solution spéciale et les ont placés comme appât pour les crocodiles. L'idée est très simple, un prédateur qui mange ce morceau spécial du crapaud se sentira mal et évitera les crapauds à l'avenir. Si vous avez déjà été victime d'une intoxication alimentaire, vous savez ce que ça fait. Il existe bien sûr des méthodes traditionnelles de lutte contre les espèces envahissantes. En règle générale, il s'agit de retirer manuellement les animaux indésirables de l'environnement ou de clôturer une zone qu'ils ont déjà occupée. Mais le problème est qu'un seul crapaud buffle femelle peut pondre 30 000 œufs 2 fois par an, donc aucune méthode traditionnelle ne peut fonctionner. Il n'est tout simplement pas réaliste de réduire le nombre de crapauds buffles. Il ne reste plus qu'à en atténuer les effets. Mais il ne faut pas croire que tous les animaux australiens sont sans défense contre les envahisseurs croissants. L'ibis blanc a trouvé une façon unique de manger les crapauds buffles qui a d'abord déconcerté les observateurs. Il semble que les ibis aient compris que c'était la peau des crapauds qui était dangereuse. Ils lancent leur proie en l'air, puis l'essuient sur l'herbe humide ou se rendent au point d'eau le plus proche pour y rincer le crapaud. En d'autres termes, l'ibis rince les toxines avant d'avaler les crapauds en entier. Dire que certaines personnes ne savent pas qu'il faut laver les aliments avant de les manger. Elles ont beaucoup à apprendre des ibis blancs. D'autres oiseaux, comme les faucons et les corneilles, ont également été vus en train de manger des crapauds, mais ils ne le font pas avec autant de grâce que l'ibis. Ils retournent simplement le crapaud sur le dos et lui arrachent les entrailles, sans toucher aux glandes à venin. Oui, la proie est mangée, le prédateur survit, mais il faut reconnaître que ce n'est pas aussi spectaculaire que d'avaler un crapaud en entier. Certaines espèces se sont donc adaptées à la consommation de crapauds. D'autres, comme les crocodiles, ont appris grâce aux humains à les éviter. Mais la situation est-elle vraiment grave? Je veux dire, est-ce que tout est perdu? L'infestation de crapauds peut-elle être stoppée? Eh bien, pas vraiment. Il est possible de rendre certains animaux toxiques totalement inoffensifs pour d'autres. Prenons l'exemple de la tétrodotoxine, que l'on trouve dans des animaux tels que le poisson globe, le triton à ventre de feu japonais et le crapaud Atelopus varius du Costa Rica. Les scientifiques pensaient que chacun de ces animaux avait trouvé un moyen de synthétiser la tétrodotoxine indépendamment l'un de l'autre, mais ils sont ensuite arrivés à la conclusion que c'était peu probable. Bien que ça se produise, il est rare que des animaux complètement distincts obtiennent des adaptations identiques via l'évolution. Il s'est avéré que lorsque les poissons globes sont élevés dans des bassins avec de l'eau filtrée et sans bactéries, ils perdent leur toxicité. De même, un régime spécial prive les amphibiens de toxicité. Bien que les scientifiques n'aient pas encore essayé de faire la même chose avec les crapauds, ça ne veut pas dire que leur toxicité ne peut pas être désactivée. Peut-être devrions-nous attendre. La science progresse après tout. Mais vous ne trouvez pas qu'on ignore les grands animaux terrestres? En même temps, ils ont aussi des problèmes avec des aliments dangereux qu'ils ne considèrent même pas comme dangereux. Une histoire vraiment horrible s'est produite dans le parc national Kruger. Un lionceau affamé a essayé de manger un buffle qui venait d'être tué, mais sa tête est restée coincée dans le postérieur de la carcasse. Le lionceau a désespérément essayé de se libérer, en donnant des coups de patte et en se roulant par terre, mais tous ses efforts sont restés vains. Sa tête était coincée à l'intérieur. Au bout d'un moment, le lionceau a épuisé toutes ses forces et s'est évanoui. Les autres membres de la troupe ne l'ont pas aidé, ils n'ont pas réagi du tout. Mais le lionceau a eu de la chance, il n'y avait pas de prédateurs dans les environs, prêts à profiter de l'occasion, et les autres lions mangeaient lentement le buffle, donc le lionceau n'a pas perdu l'accès à l'oxygène. Après un certain temps, avec le peu qui restait de la carcasse, le lionceau a probablement réussi à s'échapper. De plus, les témoins ont déclaré que plus tard, lorsqu'ils sont retournés sur les lieux, le lionceau avait disparu, ce qui signifie qu'il a survécu après tout. Imaginez qu'au cours de leur repas, les lions aient été attaqués par des hyènes qui voulaient elles aussi manger le buffle. Le lionceau aurait été une proie facile, trop facile pour passer à côté de l'occasion. Après tout, le monde animal est un endroit qui ne pardonne pas ce genre d'erreur. Ce genre d'histoire n'arrive pas qu'aux lions.
Dans le territoire du Nord, en Australie, un porc a été vu en train de rentrer dans une carcasse de vache vide pour s'en régaler. Coincé là pour de bon. Le porc a désespérément essayé de se libérer en essayant à plusieurs reprises de se faufiler par le trou par lequel il était rentré. Mais malheureusement, aucune partie de son corps autre que sa tête n'a pu passer. Un cosplay bizarre de cette scène de Winnie l'ourson. Peut-être que le porc a simplement trop mangé. Wow, attendez une minute. On a un porc qui a décidé de manger une vache et ça nous dérange pas. Steve, c'est quoi ce truc? Steve dit que c'est dans la nature des choses. Je ne verrai plus jamais le monde de la même manière. Bon, j'avais oublié que les porcs sont omnivores et qu'ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Même quand l'un des porcs de l'enclos meurt, les autres n'hésitent pas à le manger. Ils pourraient laisser la tête quand même. La carcasse de la vache a donc probablement attiré le porc précisément parce qu'elle se trouvait là sans concurrent. Qui aurait cru que ce serait un piège? Les porcs ne sont pas les seules créatures dont on ne s'attend pas à ce qu'elles mangent de la viande. Et que dire de ceci? En 2018, une meute de chiens sauvages africains dans le même parc national Kruger a osé attaquer un énorme hippopotame pour s'emparer de sa proie. Et cette proie était la carcasse d'une antilope. En tout cas, c'est la légende du type qui a pris cette photo. D'après lui, l'antilope a tenté d'échapper au chien en plongeant dans l'étang, mais elle est tombée sur l'hippopotame qui a émergé des profondeurs et a tué l'animal avec ses énormes mâchoires. Les parties en conflit se sont disputées la carcasse de l'antilope, tirant et tirant comme si elle était aussi légère qu'une plume. Finalement, l'hippopotame s'est retiré dans l'eau, laissant les chiens réclamer leur part du gâteau. Même si les hippopotames sont connus pour être assez végétariens, ils modifient parfois leur régime alimentaire en mangeant de la viande. Des scientifiques et des observateurs amateurs ont rapporté que des hippopotames avaient attaqué, tué et mangé d'autres animaux, volé des proies à des prédateurs ou mangé des cadavres, y compris d'autres hippopotames. Les chercheurs n'y voient rien d'anormal. Les hippopotames qui mangent de la viande ne sont ni malades ni fous et ils ne sont pas affectés par une mauvaise écologie. Il s'agit simplement de leur comportement naturel, façonné par l'évolution. Mais si c'est le cas, pourquoi tous les herbivores n'agissent-ils pas de la sorte ? Et pourquoi les hippopotames ne deviennent-ils pas des prédateurs? Après tout, ils ont des mâchoires géantes avec des dents énormes et une attitude très agressive. Qui pourrait s'opposer à cet animal? L'évolution a adapté de nombreux hippopotames et autres grands herbivores à un régime alimentaire à base de plantes. Leurs intestins et les microbes qui y vivent sont adaptés à la fermentation et à la digestion de grandes quantités de matière végétale. Ainsi, si certains herbivores peuvent incorporer de la viande dans leur régime alimentaire, intentionnellement ou non, ils ne peuvent pas en manger tout le temps. Et c'est pas seulement à cause de leur digestion. Par exemple, les antilopes, les cerfs et les bovins mangent des charognes, des œufs d'oiseaux, des oiseaux, des petits mammifères et des poissons, mais ils n'ont pas les dents ou les griffes nécessaires pour attraper leur proie et séparer la viande des os. Imaginez une vache chassant le lièvre dans les bois, elle ne peut tout simplement pas les attraper. Elle trébucherait pendant la course-poursuite. Mais l'hippopotame, c'est une autre histoire. Il a un grand corps et des dents et une bouche inhabituelles pour des herbivores, grâce auxquels il peut chasser en embuscade et percer la chair. Les hippopotames mangent des impalas, des éléphants, des koudous, des gnous, des zèbres et d'autres hippopotames. La raison pour laquelle les scientifiques ont mis du temps à découvrir l'appétence des hippopotames pour la viande est leur comportement. Les hippopotames sont plus actifs pendant les heures sombres, ce qui rend difficile l'observation de leurs habitudes alimentaires et de leurs préférences. Sachant tout cela, la décision du crocodile de manger des petits hippopotames semble à tout le moins pas très intelligente. Surtout lorsque ce sont les petits d'un troupeau de 30 hippopotames adultes. Naturellement, le pauvre prédateur a été attaqué non pas par un ou deux hippopotames, mais par tout le troupeau à la fois. Je ne veux même pas imaginer ce que ce serait de se retrouver poursuivi par une foule de trentaines de corps pesant chacun 1400 kg. N'oubliez pas que ces corps ont également des têtes énormes avec des mâchoires puissantes. Les hippopotames ont réussi à chasser le crocodile très rapidement, après quoi l'un d'eux l'a attrapé avec sa bouche et l'a jeté dans l'eau. Le pauvre prédateur n'a eu d'autre choix que de fuir. Ce crocodile a eu beaucoup plus de chance qu'un autre de ses congénères. En 2009, dans une situation similaire, le prédateur a été tué. Il s'est approché trop près d'une femelle hippopotame et de ses petits, et tout le troupeau s'est immédiatement levé pour les protéger. À ce moment-là, le crocodile aurait dû s'enfuir, mais il a préféré grimper sur le dos des hippopotames. Peut-être qu'il a paniqué, et c'était la pire des décisions possibles. Même le blindage du crocodile n'a pas pu résister à l'assaut des morsures répétées. Au bout de quelques secondes, son corps sans vie est tombé dans l'eau et a disparu.
Mais je dois dire qu'en général, les crocodiles et les hippopotames ne s'attaquent pas les uns les autres. Ils peuvent coexister pacifiquement dans la même zone et partagent souvent les mêmes réservoirs. Les crocodiles et les hippopotames semblent apprécier la compagnie des uns et des autres en se prélassant au soleil, ce qui constitue une scène paisible. Même les jeunes hippopotames n'ont pas peur de s'approcher des crocodiles. Mais comment parviennent-ils à être aussi amicaux ? En fait, même si un crocodile peut attaquer un hippopotame, et peut-être avec un peu de chance le manger, il ne le fera pas, c'est trop dangereux. Un crocodile adulte de taille moyenne ne fait pas le poids face à un hippopotame adulte de taille moyenne, d'autant plus que les hippopotames vivent généralement en troupeaux pleins d'adultes. Ainsi, crocodiles et hippopotames cohabitent dans une trêve où les deux parties sont parfaitement conscientes de ce dont leurs adversaires sont capables. Dans la nature, on ne peut pas se battre simplement parce qu'on en a envie, et ils essaient donc de se tenir à l'écart les uns des autres. On peut supposer que les crocodiles dont j'ai parlé plus haut étaient jeunes et inexpérimentés. Ils ne savaient donc pas qu'il valait mieux ne pas se frotter aux hippopotames. Ou peut-être qu'ils étaient jeunes, inexpérimentés et aveugles puisqu'ils n'ont pas vu l'immense troupeau. Mais l'attaque d'un hippopotame n'est pas la seule erreur que peut commettre un jeune crocodile. Enfin, je suis même pas sûr que ce qui s'est passé puisse être qualifié d'erreur au sens propre du terme. En 2012, un incident unique a été filmé dans le parc national Kruger. Un crocodile est monté sur un hippopotame et s'est étendu sur son large dos pour se détendre et se prélasser au soleil. Même quand l'hippopotame a commencé à bouger, le jeune crocodile n'a pas eu peur et est resté là pendant environ 15 minutes avant de descendre. Et j'ignore le courage qu'il faut pour bronzer sur un hippopotame, même si la bête de 3 tonnes ne semblait pas du tout remarquer qu'elle avait sur son dos un objet d'1 mètre de long. Quant au crocodile, il pensait probablement qu'il venait d'escalader un rocher et n'a même pas compris la chance qu'il a eue que ce rocher soit de bonne humeur. Et cet animal qui ressemble à un canard s'appelle une foulque, un petit oiseau aquatique qui se nourrit surtout de plantes et de petits poissons. Mais quand il faut protéger leurs petits, les foulques peuvent être remarquablement tenaces. Il y a quelques années, aux Pays-Bas, un photographe a capturé des images remarquables d'une foulque défendant farouchement ses poussins contre une buse. La foulque ne s'est pas arrêtée là, elle a même réussi à noyer la buse juste à côté de son nid. La buse est un oiseau de proie doté d'un bec et de serres acérées qui se nourrit de rongeurs et de petits oiseaux. Bien sûr, elle savait qu'elle pouvait facilement attaquer et tuer une foulque, mais elle a oublié un petit détail. Pendant la saison des amours, les foulques passent en mode berserker. Cette fière maman a donc agi de façon très agressive et a réussi à pousser la buse dans l'eau, lui mouillant les plumes. Même quelques plumes mouillées étaient déjà mauvais signe pour la buse, mais la foulque ne s'est pas arrêtée là et a noyé son adversaire. Même quand la buse a cessé de donner des signes de vie, elle ne l'a pas lâché pendant un bon moment. Si seulement la buse avait su qu'elle avait choisi le mauvais moment pour chasser. Parce que les périodes de reproduction ont un effet étrange sur de nombreux animaux. Pour les oiseaux, cette période peut être très difficile. S'occuper des oisillons peut prendre beaucoup de temps et être épuisant, surtout si l'on y ajoute le stress des attaques de prédateurs. Il est naturel que les oiseaux deviennent plus agressifs à l'approche de la saison des amours, car avant de commencer à s'occuper des poussins, ils doivent se battre pour des partenaires potentiels. Il y a une quinzaine d'années, dans le West Sussex, les habitants se sont inquiétés du comportement des paons, et ils avaient une bonne raison. Les oiseaux attaquaient les voitures parce qu'ils voyaient leur reflet sur les surfaces et le prenaient pour un rival. Ça peut paraître absurde, voire ridicule, mais les paons ont sérieusement endommagé les voitures en les griffant façon kung-fu. En plus, les oiseaux effrayaient les jeunes enfants et réveillaient tout le voisinage la nuit avec leurs cris d'accouplement. Si vous avez déjà entendu le cri du paon, vous savez qu'il n'a rien d'agréable. C'est assez étrange qu'un oiseau aussi majestueux ait une telle voix. Des attaques de paons n'ont pas été signalées qu'en Angleterre. Par exemple, à Singapour, dans les endroits où l'on trouve des paons, on installe des panneaux routiers spéciaux indiquant « stationnement risqué », car si vous laissez votre voiture ne serait-ce qu'une heure, vous risquez de la retrouver griffée. Et oui, la raison en est encore une fois les surfaces en miroir. Les paons sont généralement des créatures très territoriales qui sont prêtes à défendre leur territoire contre n'importe qui, même s'ils doivent se battre contre leur propre reflet. Les paons sont connus pour être les plus agressifs pendant la période de reproduction ou d'accouplement. Comme les poulets et autres oiseaux, ils protègent leurs œufs et attaquent tous ceux qu'ils voient. Il est impossible de les calmer, alors si vous voyez un paon agressif, ne vous en approchez pas. A plus.